Tu as présenté ici. Je me rappelle un jour, j'avais été invité à la scène nationale de Guadeloupe. Et alors, en allant à la je parle de ce chauffeur de taxi, il me semble tranquille, il dit questionner sur l'esclavage. Donc en guise de petite introduction, je vais juste présenter les personnes invitées ici présentes, qui sont invitées dans le cadre du festival Les Rencontres à l'échelle, pour la plupart d'entre eux, qui est un festival qui a commencé le 4 novembre dernier et qui se déroule jusqu'au 3 décembre prochain, porté par une structure qui s'appelle Les Bancs Publics, qui se trouve juste à côté d'ici, à la Belle de Mai également, et qui est en partie dédié, ce festival, aux écritures plurielles de l'espace méditerranéen. Cette année, nous avons largement accordé une part de notre programmation à des artistes égyptiens, et dans la continuité d'un travail que nous menons depuis quelques années et que nous avons initié en Algérie. Cette année, dans le cadre d'une plateforme informelle que nous avons appelée Mythique.med, plateforme dans laquelle nous initions des rencontres entre des artistes qui ne se connaissent pas nécessairement, qui ne se choisissent pas nécessairement, et que nous invitons, le temps d'une résidence au banc public, à croiser pratique et langage et à imaginer des premiers gestes de création ensemble. Dans ce cadre, cette année, nous avons invité Kamel Daoud, journaliste au quotidien d'Oran, célèbre pour ses chroniques, en Algérie, mais ici aussi, et auteur de nouvelles, dont un recueil a été publié cette année en France, qui porte le nom du Minotaure 504. Et nous l'avons invité cette année à travailler avec Raïm Adri, chorégraphe de nationalité israélienne, avec lequel nous avons une complicité de travail assez ancienne déjà. Nous avons invité Ahmed El Attar, metteur en scène, producteur, directeur du studio Emadedine au Caire, à venir ce matin, puis à présenter son spectacle programmé jeudi et vendredi prochain de la semaine qui arrive, ici même, à la Cartonnerie, à la Friche. Ahmed Nabil, faiseur de films, qui vit à Alexandrie, qui travaille, qui dirige la programmation du cinéma à la bibliothèque, au Centre des Arts de la Bibliothèque d'Alexandrie, et que nous avons invité, en collaboration avec le Polygone étoilé, à programmer une petite histoire du cinéma alexandrin des dernières années. Ces films seront projetés demain à 17h puis à 20h. Il y a 2 séances au Polygone étoilé. Et enfin, Mohamed Youssef, qui n'est pas venu invité par les bancs publics, mais par Zinc ECM à une résidence, et qui est un artiste plasticien multimédia. Voilà. Et je remercie très vivement Jean-Marc Adolphe, que nous avons invité et qui, malgré la tempête et la maladie, nous a rejoints ce matin, qui dirige la revue Mouvement. Et je vais peut-être, dans un premier temps, laisser la parole à Patrick Lacoste pour présenter Pensons le matin. Oui, merci Julie. Rapidement, d'abord, on est très heureux que cette rencontre puisse se faire et que le printemps arabe puisse provoquer aussi ce type de débat et ce type d'ouverture sur Marseille. Je dirais quelques mots simplement sur qu'est-ce que c'est que ce groupe pour la ville Pensons le matin. Il est né d'une réflexion d'opérateurs culturels, d'artistes, de créateurs, de cinéastes, de militants associatifs, réunis dans l'idée du droit à la ville, de la façon dont comment bâtir la ville de demain, à la fois au sens sensible, au sens urbanistique et au sens de la création proprement dit, autour de la façon dont Marseille 2013, capitale culturelle, se préfigurait.
Et ce groupe, qui est une quarantaine de personnes d'horizons très différents, mais unis par cette question de l'interrogation sur la ségrégation sociale, sur le rapport du créateur à la société et sur la façon dont les processus se mettent en œuvre. Et ça fait donc 2 ans qu'on se réunit tous les mois, une fois par mois, le samedi matin, pour réfléchir à ces questions-là. Alors on a invité toute une série d'intervenants, d'opérateurs ou de sociologues des villes européennes, pour interroger sur ce que produisent ces grands événements, les grands équipements, sur les villes qui ont subi ça. J'aime bien le mot subi là, au sens où il se dégage quand même, sauf exception, le fait que si les questions que je viens de soulever ne sont pas prises en compte en amont par les puissances publiques ou privées qui organisent ces événements, ça produit de la ségrégation, ça produit du recul du lien social, et ça produit positivement, bien sûr, du marketing des villes qui se repositionnent ou qui veulent se repositionner dans la concurrence mondiale des villes. Voilà. Une autre de nos interrogations, c'est la façon dont le processus lui-même de Marseille 2013 se fait, sur le mode de la délégation du politique vers l'expert, vers le spécialiste. Et bien entendu, ça interroge aussi, et c'est la première fois qu'on aura l'occasion d'en discuter, ce que produit le printemps arabe sur la façon dont Marseille 2013, enfin, capitale culturelle 2013 aura lieu, puisque il y a, je dirais, pour prendre les 2 bouts de la corde, d'une part, il y avait une certaine prégnance institutionnelle, de discuter avec l'Algérie, il faut passer par les ambassades, les affaires étrangères, etc., qui est bien entendu un frein à la création, à l'expression de la créativité, à l'expression du mouvement social. Et en même temps, Marseille, par son caractère historique de ville-port, de ville d'immigration, a des milliers de liens, puisque tu as cité par exemple le polygone étoilé, ce qui se fait entre le cinéma du côté sud et puis ce qui se fait à Marseille. Et il y a évidemment à Marseille des milliers et des milliers de gens qui ont physiquement encore ce lien avec cette mémoire avec les peuples du Sud. Voilà. Donc pour pas être long, ce Pensons le matin, c'est quelque chose qui est entre la réflexion et la création et le pré-projet culturel, puisque dedans il y a un certain nombre d'opérateurs culturels et de créateurs, et ça va c'est un groupe qui va continuer à fonctionner certainement après 2013, quand les experts seront partis, sur cette tension. Comment se fait la ville, comment elle se bâtit, et le rapport à la démocratie. Voilà. Donc merci, et je m'arrête là, on pourra en discuter, on est un certain nombre ici, plus longuement après. Bon, alors, bonjour, bon matin. Alors effectivement, comme je suis très content d'être là à Marseille, où je ne viens pas assez souvent. Alors je suis content parce qu'effectivement, je ne sais pas de quelle tempête parlait Julie, mais effectivement j'ai traversé 3 semaines un peu avec des ennuis de santé, des choses. Voilà, donc je vous demande pardon d'emblée parce que les neurones ne sont pas encore tout à fait remis en place. Donc j'espère ne pas être trop flottant. Et puis je vais vous demander aussi pardon parce que je ne suis hélas pas arabophone, donc j'espère ne pas trop écorcher certains des noms que je serai éventuellement amené à mentionner ou à citer. Je voulais peut-être tout de suite, sans autorisation préalable, peut-être associer à cette rencontre, dont je m'aperçois que parmi les intervenants, la parité n'est absolument pas respectée. Et donc, je me propose d'associer Nedjma Hadj, qui nous fait le plaisir d'être là, qui est auteure, réalisatrice et qui intervient au Hall de Schaerbeek à Bruxelles avec une fort intéressante programmation, cycle de lecture, de rencontres avec des auteurs, etc. Donc, Nedjma, tu peux bien évidemment participer à cette discussion, à cette rencontre.
Voilà. Et Najma qui a écrit un très beau texte, La dignité au bout des doigts, dans le dernier numéro de la revue Scène, sur lequel je vais un peu m'appuyer à certains moments. Donc Scène est une revue éditée en Belgique, à Bruxelles, par la Bellone, Maison du Spectacle. Sa rédactrice en chef, Sylvia Bottella, était ici il y a d'ailleurs quelques jours. Et Scène a consacré un numéro entier aux révolutions arabes, qui est un numéro absolument passionnant. On va faire tout de suite un peu de publicité. Je vous recommande vivement de l'acheter. Ça ne coûte que 5 €. Et je crois que c'est le seul endroit où vous pouvez le trouver à Marseille. Et Johanna, qui est là hier soir, se désespérait parce qu'elle n'avait pas encore vendu un seul numéro de Scène hier. Donc il y a une petite pile derrière. Il faut absolument que vous repartiez avec un numéro. Voilà, comme ça, Johanna sera très contente, Sylvia aussi, et puis vous aussi, parce que c'est vraiment un numéro extrêmement intéressant. Tout de suite, alors je ne sais plus dans quel texte exactement, j'ai noté cette petite phrase. Les changements sont des débuts. Les changements qui sont intervenus, qui ont commencé, je dirais, à intervenir dans les pays arabes, à partir de la Tunisie, puis l'Égypte, la Libye, la Syrie, etc., l'Algérie, aussi, peut-être on va en parler tout à l'heure, sont des débuts. Je crois que tout le monde a compris aujourd'hui que les révolutions ne se font pas du jour au lendemain et que c'est un processus qui a commencé, qui est porteur d'espérance, d'inquiétude, dont personne ne peut prédire ce vers quoi il va aller très exactement. Il y a dans ce numéro, je crois que c'est Alain Grèche qui cite Chou En-lai, à qui on demandait ce qu'il pensait de l'impact de la Révolution française. Et Chou En-lai répondait: il est encore un peu tôt pour en juger. Voilà. Donc, mais en tout cas, force est de constater que ces révolutions arabes ont, je dirais d'ores et déjà, ici même, profondément changé, bouleversé la perception qu'on pouvait avoir de ces pays, et notamment peut-être de la scène intellectuelle, de la scène artistique dans ces pays. Même si, alors, on pourrait dire que ces révolutions sont effectivement un printemps, en ça qu'ils sont sans doute le fait d'une génération. Ces révolutions sont le signe d'une jeunesse qui ne se retrouvait pas dans une incarnation du pouvoir aux mains de personnes plus ou moins séniles, ou en tout cas vieillissantes, en tout cas voilà. Donc il y a cette jeunesse qui est là, qui est en marche. Ces révolutions ont eu, comme toutes les révolutions peut-être, lorsqu'elles sont apparues, un caractère tout à fait surprenant, inattendu. Voilà. Pour autant, et je pense que on va peut-être très vite être amené à discuter de ça. Tout cela n'arrive pas de nulle part, et peut-être qu'il est intéressant d'essayer de voir, d'analyser quelles ont été je dirais les forces plus ou moins souterraines, plus ou moins visibles, qui ont précédé cette émergence sur la place publique de ces mouvements. Je parlais de place publique, bien évidemment la place Tahrir au Caire est un symbole très très fort. Ce matin, en réveillant la radio, France Inter en l'occurrence, parlait encore de la place Tahrir, où il y a eu hier une très importante manifestation. Et je vais peut-être d'ailleurs tout de suite demander à Ahmed Nabil, qui était sur son ordinateur tout à l'heure, de nous dire ce qui s'est passé hier, place Tahrir, et encore ce matin, je crois, un petit insert
d'actualité. Bonjour. Et je veux que vous m'excusez pour mon français, mon niveau de français, mais je vais essayer d'expliquer un peu. En fait, moi je suis pas un spécialiste ni vraiment un activiste. Alors je ne suis pas vraiment le vrai personne de discuter ça, mais qu'est-ce que je comprends et que la manifestation d'hier était une manifestation très importante au niveau de discussion qui dit que nous sommes encore là comme les Égyptiens. On veut bien d'avoir notre autorité sur l'Égypte. L'armée était en train de soutenir notre révolution, mais ça ne permet pas de rester plus de ça. Et il y a toujours toutes les contradictions entre tous les vagues qui font ce maire, quoi, mais comme, je ne sais pas, les islamistes, les libéralistes, c'est toujours comme ça. Mais dans ces moments, il y a toujours un sens d'unité pour dire que nous sommes tous une seule vague. Et par contre, on avait quelques actions de violence à la fin, comme j'ai lu ce matin. Et apparemment, il y a plus de 10 qui sont blessés à cause de l'évacuation de la place. Et la police est encore là jusqu'à ce matin. Et voilà, c'est ça. On verra bien qu'est-ce qui va venir. Alors, le thème qui a été donné à cette rencontre, il s'agit de, même si on va sans doute déborder ce seul cadre, de voir la façon dont les pratiques artistiques des scènes contemporaines indépendantes d'Algérie et d'Égypte traversent ou répercutent les bouleversements politiques du monde arabe. Je vais peut-être tout de suite me tourner vers Ahmed El Attar, chef de file du théâtre indépendant égyptien. Voilà, en tout cas, personnalité extrêmement importante d'une scène contemporaine indépendante en Égypte. Dans ce numéro de scène, il y a un article extrêmement intéressant de Khaled Al-Khamisi qui dit, notamment, c'est en 2005 qu'a commencé la vraie révolution culturelle et politique. Il y a eu des élections législatives et présidentielles, les rues vibraient de colère et de connotations nouvelles. L'air était devenu différent. C'est ce qui m'a donné envie d'écrire. Depuis l'école, je voulais, etc., etc. Ahmed, est-ce qu'on peut dire, toi qui a été très actif, qui a formé aussi beaucoup de jeunes gens en Égypte, est-ce que tu peux dire que ce qui est arrivé là, d'une certaine manière, pouvait se pressentir ou se deviner à travers des aspirations que tu pouvais croiser, éveiller dans ce travail que tu menais au Caire? Bonjour Jean-Marc, merci pour cette introduction. Moi, je pense que ce que Khaled dit dans son article, je pense qu'il est un peu en retard. C'est commencé, à mon avis, ça a commencé beaucoup plus tôt que ça. D'ailleurs, je pense notamment, moi je lis fortement ce qui s'est passé à un changement dans la vie culturelle égyptienne qui a commencé, je dirais, fin des années 80. Alors, pour répondre à la question, d'abord, c'est est-ce qu'on attendait, est-ce qu'on devinait? Moi, personnellement, non. Et beaucoup des personnes avec qui je travaille ou dans le milieu culturel, on n'attendait pas du tout. Mais pas du tout, on avait d'une certaine façon pas perdu l'espoir, mais juste on voyait pas ça venir, quoi. On était tellement sous la pression, ou plutôt on était tellement dedans qu'on voyait pas, on n'arrivait plus à voir un changement arriver. On pensait ça sera pas dans notre génération, peut-être celle d'après.
Mais la vie culturelle en Égypte, au moins la scène culturelle indépendante, moi je dirais que ça a commencé fin des années 80, quand la pression sociale et économique a commencé à augmenter, quand ils ont commencé aussi à instaurer un système beaucoup plus libéral économiquement, et aussi avec, par exemple, dans le domaine du théâtre, le théâtre a commencé à perdre beaucoup de sa place sur la scène culturelle, surtout parce que l'Égypte, c'est un pays qui a des industries culturelles, cinéma, théâtre, musique, livres. On a quand même un public de 85 millions, ce qui veut dire que quand on a un succès au cinéma, c'est un grand succès. On n'a même pas besoin d'aller montrer nos films dans les pays voisins. Alors, c'est à ce point-là. Les gens font de l'argent localement, et beaucoup d'argent si c'est un succès public. Et le théâtre privé, par exemple, a commencé à vraiment à se rétrécir vers la fin des années 80, début des années 90. Moi, je me rappelle, il y avait un article dans un des journaux, l'Ahram ou l'Akhbar, je ne me rappelle plus, qui disait, à ce moment-là, il y a une institution, le ministère de la Culture. En fait, le ministère de la Culture égyptien est un peu le modèle français, c'est-à-dire très centralisé. Il y a des théâtres dans toutes les villes qui appartiennent à l'État, financés à 100% par l'État, les artistes, les techniciens, tout le monde. Et le directeur de cet organisme à l'intérieur du ministère qui dirige tous les théâtres d'État, il avait décrété 3 jours de fermeture de théâtre par semaine parce qu'il n'y avait pas assez de public. Et ça, c'est le théâtre public, c'est-à-dire le billet à peu près coûte 15 centimes d'euros à 1 euro. C'est-à-dire que c'est à la portée de tout le monde. Et cette crise culturelle, que moi j'appelle une crise culturelle, qui touchait le théâtre, mais aussi les autres domaines artistiques, je veux dire le domaine littéraire, tout est... moi je regarde tout en relatif, c'est-à-dire quand je pense... Fin des années 80, je reviens un peu en arrière vers les années 60, même les années 70, pour voir par exemple le nombre d'auteurs dramatiques qui existaient, qui écrivaient du théâtre, qui est en même temps littérature et théâtre à mettre en scène, parce que faut pas oublier ça, que le théâtre c'est une forme de littérature. Quand on regarde les auteurs, même les romanciers, le nombre, je parle uniquement du nombre et de la qualité aussi. Il y a, vers les fins des années 80, on s'est rendu compte qu'il y a un désert culturel et artistique partout, et c'est là que la scène indépendante a commencé à exister. Au théâtre, par la présence de Hassan Gretli et la création de sa compagnie El Warsha, qui était la première compagnie théâtrale indépendante, qui a vraiment été en dehors du système privé et étatique. Et puis après, les années 90 ont vu l'existence des institutions indépendantes dans tous les domaines artistiques, art visuel. On a Townhouse qui maintenant a fêté ses 10 ans, ou même plus, je ne me rappelle plus. Les jésuites. Les années 90 ont vu vraiment la création des plupart des institutions indépendantes qui n'existaient pas avant, ou qui n'existent pas avant simplement, et qui sont des lieux des créations, de production, de diffusion, ça dépend, et dans plusieurs domaines de la vie culturelle. Et à mon avis, cet élément, moi c'est mon avis, moi je ne dis pas que les artistes c'est eux qui ont créé la révolution, mais en fait c'est un acteur majeur dans la prise de conscience qui a suivi, qui a mené à ça. Parce que, quand même, il ne faut pas oublier notre institution qui est beaucoup plus jeune que les autres. Nous, on est créé en 2005, Studio Ahmed Eddine, qui est un lieu de répétition et de formation pour des jeunes artistes. Nous, on a 2500 membres, dont 65% en moins de 25 ans. Alors, c'est notre public principal. Et donner un espace de liberté, d'expression aux jeunes,
à mon avis, a mené à ça. C'est-à-dire c'est en conjonction avec la vie politique qui elle aussi se dégringolait pendant des années, l'oppression, la répression, tout ça. Mais je crois qu'il y a un lien très fort entre ce qui s'est passé et l'existence de ces institutions et de la prise de conscience et de parole aussi par les jeunes artistes et voilà. Alors, on va beaucoup parler d'Égypte puisqu'il y a une forte représentation égyptienne là. Ahmed Nabil, alors donc toi tu vas présenter demain une sélection de courts-métrages, Short Film from Alexandria. Tu as développé au sein du Centre des Arts de la Bibliothèque d'Alexandrie un projet d'aide à la création de courts-métrages pour de jeunes réalisateurs égyptiens. Alors je retourne à ce texte de Khaled El-Ramissi qui dit pendant des années, l'Égypte n'a produit qu'un cinéma médiocre. Sur 50 films qui sortaient chaque année, 49 étaient sans intérêt et un pas mal. Mais souvent les 50 étaient nuls. De mon point de vue, même Chahine, depuis Alexandrie, pourquoi n'a plus fait un seul film intéressant. Ces dernières années, il y a eu un mouvement remarquable dans le cinéma avec de vrais essais, de vrais films. Tu confirmes cette impression, cette analyse? Qu'est-ce qui, de ton point de vue, a changé, est en train de changer dans le cinéma égyptien, la naissance d'un jeune cinéma? Bon, oui, je suis d'accord, mais pour confirmer un peu plus dans une manière détaillée, on peut dire que c'était l'intervention de la technologie numérique. C'était partout dans le monde. Et après, quand ça arrivait chez nous, ça a pris un peu de temps. Ça veut dire que, je ne sais pas, Paul Thomas Anderson a commencé dans les débuts des années 90. Et Yousri Nasrallah, chez nous, elle a tourné El Madine après, je ne sais pas, peut-être moins de dizaines d'années, peut-être. Et après, ça a commencé de rouler, quoi, avec Mohamed Khen. Il a aussi tourné un film numérique. Et après, ça a commencé de rouler avec les petits organismes qui sont au Caire et en Alexandrie, qui font des petits ateliers qui durent pour 2 années peut-être. Chaque édition qui dure pour 2 années, qui montre simplement comment on peut faire un film. Et pour moi, ça c'est un mot très général de faire un film ou faire un cinéma. C'est pas parce que par exemple pour moi personnellement, j'étais dans le 2e édition de cet atelier aux Jésuites, au Centre culturel jésuite à Alexandrie, et c'était fait par le jésuite et un autre organisme au Caire qui s'appelle Semet. Et après, c'était uniquement jésuite. Et le tuteur était un réalisateur alexandrin, mais qui vit au Caire, qui s'appelle Islam Al-Azazi. Et c'est grâce à lui et frère Faiz, qui était le manager de jésuite, que on a vraiment maintenant une vague que moi je vais présenter demain, un petit introduction sur ça, et montrer comment on a vraiment avancé depuis le premier film qui a été fait en Alexandrie à ce niveau-là, même après même avant la première édition de ces ateliers d'Ahmed Mabrouk qui s'appelle Monzo Tassa'a depuis 9 heures. C'était sur Kafavi ou le poète grec alexandrin. Jusqu'à maintenant, avec le projet Plaza que moi je gère à la bibliothèque d'Alexandrie. Et ce type des ateliers, en fait, a bien avancé aussi. Parce que, avec l'émergence de, qu'est-ce que je peux appeler la manière de Brahim El-Battout à faire des films. Ça veut dire, quand on veut faire des films, on peut les faire. Si on a un caméscope, on a un ami qui a un Final Cut sur son portable, alors on doit le faire. C'est pas une question de financement, c'est pas une question, je ne sais pas, les policiers qui va pas permettre nous de vraiment tourner. Allez-y, on fait le film. Et moi, je trouve que qu'est-ce que Brahim a fait, c'est lui, il a
inventé cette idée. Alors maintenant, il y a plusieurs des groupes en Alexandrie et au Caire. Ils ont cette idée que on doit commencer, on doit faire le truc. Et après la révolution, c'est bien même plus fort parce que vraiment, il y a des libertés. Liberté, ça veut dire que pour moi, par exemple, personnellement, c'était la première peur pour moi quand je veux tourner quelque chose dans les rues. C'était le policier qui va venir. Mais maintenant, je tourne en documentaire chaque matin. Il y a des policiers qui marchent. Parfois, c'est une très très détaillé, mais il y a plusieurs de trucs. Il y a aussi le financement qui n'est pas très important maintenant. Alors on peut commencer et après on peut avoir une production et après on peut, je ne sais pas, envoyer le film dans un festival qui sont ravis d'avoir quelque chose de notre monde, quoi. Alors c'est très riche maintenant et c'est très. Alors il y a plusieurs choses qui sont vraiment sous les niveaux qu'on peut avoir des espoirs. Mais c'est riche. Pardon, il y a deux choses dans ce que tu dis qui sont d'une part sur lesquels peut-être on va revenir. D'une part, le fait que les techniques numériques ont permis peut-être de se dégager de certaines lourdeurs ou contraintes de production. Bon, on verra peut-être un peu plus tard et différemment comment ces nouvelles techniques, nouvelles technologies, notamment les blogs, l'usage des réseaux sociaux, a aussi participé de tous ces mouvements. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que tu dis assez brièvement, mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir, c'est là tu citais à propos d'une possibilité de tournage, mais la réappropriation de l'espace public. Voilà. En dehors de ces deux points-là, j'aimerais te poser une question sur ce jeune cinéma qui a émergé, qui est en train d'apparaître, de naître. Est-ce qu'on peut essayer de dire ce qui le caractérise? Est-ce qu'il y a des lignes esthétiques qui seraient reconnaissables? En quoi cette nouvelle génération serait porteuse peut-être d'un type de regard? Est-ce que les sujets abordés ont une relation au social, à l'environnement urbain? Voilà, je ne sais pas quelles sont les thématiques préférées de ces jeunes réalisateurs et réalisatrices peut-être. Je pense que chacun son style et chacun son background pour faire les choses. Par exemple, chez nous à Alexandrie, il y a plusieurs des cinéastes qui viennent d'un background de beaux-arts. Alors, il y a pas mal des expérimentaux, il y a pas mal de documentaires sur Alexandrie, sur la ville. Et je trouve qu'il y a pas mal des choses différentes entre les cinéastes indépendants d'Alexandrie et du Caire. Mais on peut dire que c'est grâce à les deux très célébrés, Ibrahim Battout et Ahmed Abdallah, qui ont eu pas mal de prix grâce à ces travaux. Ibrahim Battout, il vient il était un cinéaste de guerre. Alors il a ce background de films documentaires. Et Ahmed Abdallah aussi, et Tamer Saïd, ce cinéaste-là, ils ont aussi le goût d'un film fiction avec une relation avec la réalité, ça veut dire un docu-fiction, un peu. Les sujets sont toujours... il n'y a pas vraiment un seul sujet qu'on peut noter, mais il y a toujours les jeunes, les espoirs, les villes qui changent drastiquement, et je ne sais pas, l'immigration peut-être, mais je peux dire que c'est toujours la manière de dire, parce que
Moi, quand je ne sais pas, plus jeune, pour moi, c'était Yousri Nasrallah, par exemple, Youssef Chahine ou Mohamed Khan. Ils sont les gourous qui disent qu'est-ce que je pense, moi. Mais maintenant, il y a une nouvelle génération. Il y a même un deuxième qui arrive avec des techniques, des idées, des relations avec les autres qui sont nouveaux, même pour moi. Alors, je préfère pas de vraiment limiter de toutes les idées dans une manière qui disent les cinéastes indépendantes, elles pensent comme ça, mais il y a toujours les mêmes idées qui circulent. Je me tourne maintenant vers Nejma sur la littérature. Là encore, faut dire que les choses ont commencé avant que ça ne commence vraiment. Alain Grèche, dans ce numéro, dit notamment en Égypte le livre L'immeuble Yacoubian 2002 de Al-Aswani et son adaptation au cinéma par Marwan Ahmed en 2006 ont eu un immense impact. C'est une critique féroce du système. Pourtant, quand on l'a vu, la réaction était de dire on peut dire n'importe quoi, ça ne change rien. Mais ce n'est pas vrai, cela change les choses, mais pas immédiatement. L'arbitraire policier qui y est dépeint a fini par imprégner tout le monde. Je crois que tu connais bien Aswani, qui a publié également chez Actes Sud, J'aurais voulu être un Égyptien, puis un nouvel ouvrage, je crois, qui sort très bientôt, en janvier 2012. Il y a un ouvrage maintenant chez Actes Sud avec Chronique de la Révolution égyptienne. En fait, c'est une compilation de tous ces articles. Il est déjà paru en arabe. Et c'est cette compilation qui sort traduite chez Actes Sud. Par rapport à ces ouvrages, en fait, on a Khaled El-Khamisi qui est un auteur qui a écrit Taxi, qui est une sorte de plein de petites histoires avec des taxieurs qui ont un regard très pointu sur leur société et sur le quotidien. Il y a Al-Aswani, bien sûr, qui a écrit aussi Chicago, qui est très beau, de la diaspora, qui est dans cette relation par rapport dans une relation de critique par rapport au système et comment le système peut contrôler l'espace aussi qui est en dehors du territoire géographique localisé. Il y a aussi Sonallah Ibrahim, qui est une génération précédente, mais qui est super important, en tout cas pour tout le monde arabe et pour la littérature en général. Et même Sonallah Ibrahim, même ses ouvrages qui ont été prémonitoire, ou comme dans le texte de Fadl Jaibi, le Tunisien avec Amnésia, le texte de Hill de Driss Ksikes, qui a écrit pendant longtemps sur la revue telle quelle qui a été censurée au Maroc. Et donc il y en a beaucoup, et heureusement qu'ils existent, heureusement que nous les partageons, que nous les avons. Mais Sonallah Ibrahim, quand la révolution égyptienne a commencé sur Tahrir Square, il a dit même en rêve je n'aurais pas pu imaginer cette révolution. Et c'est tellement important que quelqu'un qui a résisté, qui s'est opposé au système, qui a refusé des prix, c'est un exemple pour nous, n'a pas pu l'imaginer. Parce que ce qu'il y a, c'est que, pour moi, ce que je vois dans cela, c'est vrai qu'on peut dire que les artistes, les intellectuels ont nourri, enrichi, mais je pense qu'il y a tellement de couches pour avoir une révolution, pour créer un séisme, et ce qui est, je pense, très important, nous avons eu un séisme, heureusement, nous l'avons, j'espère que les répliques seront multiples, parce qu'on a encore énormément de répliques nécessaires dans énormément d'endroits. Et il y a un philosophe belge, Lieven de Kouter, qui a écrit un livre qui est sorti en néerlandais pour le moment, mais qui va être traduit en anglais, qui écrit Tahrir Square Everywhere. Et ça, c'est par rapport aux indignés, parce que l'Europe a aussi ses répliques, et nous sommes concernés par l'Europe. Nous partageons l'espace européen, nous faisons les villes européennes avec les autres, et donc je pense qu'on doit réfléchir aussi à ces répliques ici. Voilà. Alors, j'avais prévu effectivement
d'élargir et de parler un petit peu plus tard de ces mouvements qu'on appelle et qu'on regroupe parfois un peu vite sous le nom d'indignés, mais en tout cas où l'importance là, effectivement des réseaux sociaux comme moyen de mobilisation est apparue comme essentiel. Là, je me tourne vers Mohamed Youssef qui est à côté de moi. Donc, tu es artiste multimédia. Alors, je ne sais pas si tu es le plus à même de répondre à la question que je vais poser, mais par rapport à la question là qui se posait de la littérature, qui est un bien grand mot. Hier, on parlait au banc public de tous ces blogs qui se sont multipliés, qui existaient déjà auparavant, mais qui sont multipliés ces derniers mois. Est-ce que on peut dire, au-delà de l'aspect comme ça mobilisateur, appel à se regrouper, est-ce que on peut parler à propos de ces blogs, des réseaux sociaux, de nouvelles formes de textualité? Oui, est-ce que vous me permettez de faire des petites remarques à ce qui a été dit avant de répondre à cette question, puisque je profite d'avoir le microphone maintenant. Tu n'as même pas besoin de demander mon autorisation. Ouais. Mais non. Tout d'abord, je rentre pour la dernière question qui a été posée à Ahmed, pourquoi ce genre de films qui ont apparu récemment, qu'on peut le considérer sous forme de bons films. Il y a deux raisons aussi. L'une qui a été dite très rapide, mais la question d'avoir apparaître ce mouvement de low budget ou bien des films minimum de budget a libéré les créateurs et ces petites équipes de la soumission et de la pression des producteurs qui étaient à ce moment-là ou bien faisant partie du régime ou bien qui ont eu peur de faire apparaître ou accepter des films qui portent beaucoup d'opposition au régime. Deuxièmement aussi, de se servir d'autres formats de présentation et de diffusion comme l'Internet. On a eu pas mal de films, surtout les documentaires qui ont été diffusés même avant les révolutions sur le Facebook, Twitter, les blogs personnels, et YouTube et Vimeo, tout ça a libéré aussi les créateurs d'être soumis à plusieurs formats qui leur a été imposé avant. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, au début, la question de ce qui s'est passé, la raison de ce qui s'est passé hier au Caire, essentiellement, que oui, c'était parce que on revendique que l'armée doit libérer ou bien lâcher le pouvoir l'année prochaine, en avril maximum, parce que lui, il a une tentation à rester jusqu'à 2013 ou peut-être encore plus. Mais là, aussi, la deuxième raison, c'est que il y a plusieurs semaines qu'il a créé une sorte de pré-constitution. Il a mis un seul article, qui est l'article 9, qui dit que l'armée doit être indépendante, qu'il n'aura jamais soumis ou bien questionné pour son budget, pour son personnel, qu'il sera en pouvoir ou bien après qu'il ne sera pas un sujet d'enquête ou bien de questionnement. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce budget? Ma dernière remarque, qui est tout à fait très brève, que j'aime pas le terme d'islamiste parce que la majorité de nous, ce sont des musulmans, mais peut-être je préfère de radicalistes, ou bien que ceux qui aiment imiter d'autres régimes voisins. Voilà. Désolé de vous emmener plus loin, mais je rentre à la question posée. Oui, les blogs et les sites de diffusion sur Internet ont libéré beaucoup la création et la manière de penser. On a eu, si je peux relier le tout ensemble aussi, la création de mouvements ou bien comment on a pu changer de discours et de manière de penser. La création de mouvements comme Kefaya ou bien le mouvement de 6 avril ou bien même les blogs personnels qui ont commencé de traiter la question et quoi après, quoi encore, si on reste soumis à tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut continuer à vivre ou pas? Cela a créé une vague qui a mené au résultat qu'on est en train de vivre maintenant. Je me souviens que moi, l'un des utilisateurs de Facebook, chaque jour, je trouve
un partage ou un like d'un film, de documentaire, ou bien même pour ceux qui ont eu la chance de voir ou bien de vivre une situation particulière. Il suffit d'appuyer sur le bouton de son téléphone pour l'enregistrer et le diffuser sur Internet. Ça a donné une matière très très fertile pour ceux qui travaillent dans le domaine d'avoir une matière très prête à utiliser. En même temps, ceux qui n'ont pas l'expérience de travailler, j'ai entendu parler de plusieurs personnes qui disent ok, je vais travailler sur le Movie Maker, c'est simple à utiliser, je vais faire une modification très simple pour ce que j'ai enregistré et je vais diffuser mon film. Ça, c'est devenu très populaire et très commun maintenant que même ceux qui n'ont pas l'expérience de travailler, qui ne soient pas spécialistes de multimédia ou bien de court-métrage, il a pu faire quelque chose. J'étais l'un parmi des milliers peut-être qui ont descendu dès le 25 janvier, en laissant un appareil caméra dans la main ouverte sans prendre conscience que est-ce que j'ai filmé quelque chose de sérieux, est-ce que c'est dans le bon endroit, est-ce que ça filme quelque chose ou pas. Mais c'était ouvert comme ça, et moi j'étais dans les foules en laissant ma caméra à côté, juste comme ça. Et à la fin de la journée, quand je rentre, j'essaye de voir ce que j'ai filmé. Parfois je trouve quelque chose de très important, et parfois c'est rien. Mais ça explique que on a eu une liberté de réagir, et ça c'est le plus important. Avant ça, on était tout d'abord c'est quelqu'un qui se cache pour penser, ou bien quand il veut partager une discussion avec quelqu'un, il lui pose plutôt des questions pour savoir avec qui et à qui il parle tout d'abord, par crainte qu'il tombe dans une piège ou bien qu'il sera bien menacé. Mais juste ça c'est jadis, ça c'est terminé. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question posée ou pas, mais j'ai essayé de faire le lien avec tout ce qui a été dit et aussi avec ce que je pense en même temps. Merci. Kamel Daoud, alors toi tu n'es pas égyptien, mais bon, personne n'est parfait. Tu es donc algérien, journaliste, écrivain. J'aime bien ce mot de chroniqueur par lequel tu te définissais hier. Donc effectivement tu signes des chroniques extrêmement lues, commentées dans le journal d'Oran. On a, enfin pour ceux qui étaient hier au banc public, tu es l'auteur de ce texte qui est paru dans ce recueil de nouvelles, qui est un texte absolument magnifique. Enfin moi j'ai découvert ton écriture grâce à ce travail avec Raïm Adri. On disait hier que, alors c'est peut-être une autre importance qu'on pressent, mais qu'on a peut-être du mal, nous ici, à mesurer, c'est comment, notamment par ces blogs, etc., un certain nombre de frontières sont tombées, de frontières. Alors il y a des frontières visibles et puis des frontières invisibles. Hier, Kamel, tu disais par exemple que en Algérie même, vous aviez très peu d'informations finalement sur ce qui se passait en Libye, comme si c'était un pays très très lointain. Alors, est-ce que, l'une des premières conséquences de ce printemps arabe, de ces révolutions arabes, c'est pas déjà de mettre de la circulation entre ces peuples, entre ces pays qui finalement étaient peut-être plus séparés les uns des autres que ce qu'on pouvait imaginer comme ça vu de loin. Désolé. Oui. Alors, je réponds en essayant d'être clair. C'est-à-dire pour moi, ce qu'on qualifie actuellement de printemps arabe, j'ai parfois l'obscure intuition que c'est arabe dans le slogan, mais j'ai l'impression que chaque pays dans ce monde arabe, par ses révolutions, nous essayons de nous dégager de ce panarabisme qui nous a étouffés. Ce sont les régimes qui sont panarabes, c'est pas nous. Est-ce que vous avez observé que chaque pays qui fait sa révolution, il est dans sa solitude? Le pays voisin ne l'aide pas, ils ne se sont pas obligés. C'est-à-dire ce panarabisme, il nous a tellement étouffés que maintenant,
on veut chacun veut faire se libérer, mais tout seul, et se libérer même de cet ensemble qui nous a étouffés. Je veux dire, il faut imaginer peut-être les royaumes post-latins, de l'Europe du XVIe siècle. Il y a des affirmations d'identité, il y a des affirmations de nation. Bon, mais dans un autre sens, il y a un désenclavement dans le monde arabe. C'est vrai que dans le monde arabe, les régimes se rencontrent, se saluent, s'embrassent, ils ont des sommets, etc. Mais nous, les peuples, on était totalement cloisonnés. Moi, je fais partie de la génération qui ne connaît absolument rien sur le Maroc. On ne connaît rien sur la Libye. On ne connaît rien sur l'Égypte, mis à part les campagnes de propagande des deux régimes. C'est-à-dire, exactement. Oui, mais on se connaît pas d'une manière intime. Raïm a dit, parce que vous n'avez pas entendu, le foot. Oui. Mais chacun, à la limite, chacun se bat tout seul, chacun meurt tout seul, chacun fait sa révolution tout seul. Quand on voit ce qui se passe maintenant en Syrie, on est soutien, mais on ne peut rien faire. Ils doivent se libérer tout seuls. Quand on voit d'autres pays qui ont la malchance d'habiter dans la banlieue du monde arabe, le quartier le plus lointain, qui n'ont pas de plateforme, ils n'ont pas de réalisateurs, ils n'ont pas de culture à exporter, et qui sont seuls. Qui sont seuls. Je parle des Yéménites, par exemple, qui sont les pauvres. Ils sont en train de demander ce qu'ont obtenu tous les autres pays arabes en révolte, mais qui n'ont pas eu. Il y a 2 jours, ils ont demandé l'exclusion du Yémen de la Ligue arabe parce que ça s'est fait pour la Syrie. Ils ont une place tahrir chez eux parce que ça s'est fait en Égypte. Ils ont demandé l'intervention de l'OTAN. C'est vrai que ça se fait dans les deux sens. Ça se fait comme une affirmation de soi et ça se fait comme une reconnaissance de l'autre. Ça va dans les deux sens. Et moi, c'est vrai que ça m'avait frappé. Nous, en Algérie, on ne connaît absolument rien de la Libye. Rien. C'est un peuple qu'on a caricaturisé parce qu'il était gouverné par une caricature. Les régimes ont volé l'image des peuples. On ne sait rien. À la limite, pour les Algériens, il y avait une tension avec nous et les Égyptiens parce que pour nous, l'Égypte, c'était Moubarak et ses enfants. C'est comme ça que c'est perçu. Je dois répondre alors. Je dois répondre. Non, mais je m'excuse. Je comprends très bien que les régimes n'ont pas permis, dans les 30 ou 40 dernières années, à cette idée du panarabisme d'exister vraiment. C'était que du... Ils l'ont parasité. C'est que de l'encre sur du papier. Mais comme tout le reste, comme le discours sur la liberté, je veux dire, en Égypte, jusqu'à il y a 1 an, on ne parlait... Moi, depuis l'âge de 10 ans, on ne parle que de l'Égypte. Ahmed, parle bien dans le micro, parce que je crois que c'est enregistré par Radio Grenouille, je signale au passage. On ne parle que de l'Égypte, le pays le plus sécurisé, le plus beau, le plus démocratique, le pays où tout le monde veut vivre. Et moi, je descendais dans la rue et je ne voyais que, excusez-moi, de la merde. Voilà, à mon point de vue d'artiste, de citoyen, je descendais dans la rue et je ne voyais pas du tout le discours qui était à la télé, dans les journaux, comme quoi l'Égypte, c'est la meilleure chose qui est jamais arrivée à qui que ce soit, et que ceux qui ne sont pas égyptiens, ils veulent absolument venir et devenir égyptiens. Alors ça, c'est le discours qui appartenait à des régimes et qui aussi, pour le panarabisme, c'était la même chose. On parlait des Arabes, on est tous des frères, des familles, mais un match de foot pour foutre le zizanie entre 2 peuples qui sont historiquement, parce que moi, j'ai visité l'Algérie il y a une quinzaine d'années, j'ai traversé de long en large et de sud en nord, mais je suis une exception, mais je sais que les Égyptiens, pour eux, l'Algérie, c'est les 1 million de martyrs, c'est la lutte contre l'occupation française, c'est Jamil Abouhaid de Youssef Chahine, c'est vraiment je sais pas, il y a un lien avec l'Algérie, même si la plupart des Égyptiens n'en sont jamais allés en Algérie. Et les Algériens ne sont, à cause des problèmes de frontières, de visas, qui existent dans le monde arabe, mais on a un lien, moi je pense, qui est historique, qui est linguistique, qui est, je mettrai en dernier, religieux, parce que je ne le considère pas pour moi comme aussi important, et aussi historiquement moderne, c'est-à-dire on est tous été libérés au même temps. Nasser, c'était pas juste une figure égyptienne, c'est une figure arabe, même si on a tout ce qu'on peut dire sur Nasser, je ne fais pas son éloge, mais il y avait quelque chose là. Ils l'ont mal exploité, c'est sûr, mais je veux dire, moi j'étais dans le désert d'Algérie, sur les frontières marocaines, et on s'arrête dans une station de service en 90. On s'arrête dans une station de service à quelques kilomètres de la frontière. On n'avait pas d'argent algérien. On voulait échanger des tonks, des
je sais pas comment dire, mais des jerrycans contre de l'essence pour aller au Maroc. Et le mec, dès qu'il a su qu'il était égyptien, il dit regardez-vous, allez, venez voir un café. On met 3 heures à discuter parce que lui, il était dans l'armée qui a combattu avec l'Égypte en 73. Et à la fin de compte, on a eu de l'essence, on a eu de l'argent, sans rien payer, et on est parti. Et je veux dire, ça, pour moi, ça c'est le vrai panarabisme. Je n'ai pas besoin de changer ma langue. Je n'ai pas besoin de ma langue arabe. Je veux dire, en parlant en Algérie, au Maroc, au Libye, ce qui est quelque chose que je ne trouve pas en Europe, par exemple. En Europe, j'y vais en Allemagne, c'est vrai, il y a des liens, mais on ne se je parle anglais ou français, ou un petit peu d'allemand. Mais c'est pour ça que j'ai personnellement un rapport avec le panarabisme. Je sais pas, peut-être. Non, je me suis peut-être mal exprimé. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ce sont des idées qui ont été totalement parasitées par les régimes et qui en ont fait leurs instruments. Je veux dire, à tel point que, par exemple, je donne un autre exemple en Algérie, dans la région où je vis, en Algérie, on a la construction du Maghreb. Mais c'est une construction tellement parasitée par le régime qu'elle a été vidée, elle n'a plus de sens. Et il faut que ça soit. C'est maintenant que ça commence à se reconstruire. C'est comme la relation avec ce que je suis en train de dire, c'est que ce sont des idées qui ont été totalement parasitées par le régime, mais totalement. À tel point qu'on en est arrivé à détester ces idées-là à cause des gens qui les ont volées, qui les ont squattées. Le panarabisme, pour moi, tel qu'il a été imposé, est devenu étouffant. Il n'est plus humain, il est politique. Quand je dis panarabisme, je parle aussi des autres causes palestiniennes, religion, frontières, union du Maghreb, tout ça. Ce que peu de gens comprennent, c'est que les dictatures dans le monde arabe, elles ont infesté pratiquement tous les espaces, que ce soit la culture, le manuel scolaire, l'espace public, le rond-point, l'esthétique, le cinéma, le billet d'argent. Je veux dire, tout est infesté. Quand on fait tomber un dictateur, on se retrouve avec une iconographie qui est partout. En Égypte, je me suis toujours posé la question, ils vont faire quoi avec les films où on voit le portrait de Moubarak derrière le commissaire. En Libye, c'était Kadhafi sur les billets de banque. C'était les manuels scolaires à changer. C'était les statues à abattre. Ils sont partout. Ils ont investi tout l'espace, notre espace. Ils sont dans les dédicaces de livres en Tunisie. Maintenant, vous allez en Tunisie, vous achetez un livre. Il y a toujours, à la limite, pas toujours, il y a un remerciement pour Ben Ali. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déverrouiller des pays entiers. Ouais. Vraiment entiers. Mais alors, si le panarabisme en tant que construction politique est devenu ce que tu évoques et ce que tu décris là, est-ce qu'on peut espérer et que ça serait là une des perspectives ouvertes par ces révolutions arabes, que sur le plan des productions culturelles et intellectuelles, il y ait à partir de maintenant peut-être une plus grande circulation, parce que j'ai un petit peu l'impression, alors peut-être je suis pas suffisamment bien informé, mais comment dire, au fond en France et en Europe, cette ouverture des frontières aux scènes voisines, italiennes, espagnoles, belges, allemandes, etc., est relativement récent. C'est-à-dire que il y a eu la grande époque des années 70, festival de Nancy, 70-80, festival de Nancy, etc. Ensuite, il y a les avant-gardes américaines amenées principalement par le festival d'automne à Paris. Et puis, je sais pas, il faut attendre quand même la toute fin des années 90, début des années 2000 pour voir en France des les spectacles de Castellucci, de Rodrigo Garcia, etc., etc. Enfin, une ouverture internationale européenne et internationale qui n'existait pas auparavant. Est-ce que on peut espérer je parlais récemment avec Fadel Jaibi et Jalil Abakar, leur spectacle Amnésia, à ma connaissance, n'a pas été joué en dehors a été joué en Tunisie, mais oui. À Rabat. Ah. Justement, le collectif de théâtre d'Abat Théâtre, et il l'a joué là avant Avignon. Et là, c'est donc juste... tout récemment, oui. Non. Donc, après qu'ils l'ont créé en Tunisie, ils ont été invités à Rabat. Et pour moi, il y a les régimes, il y a les dictateurs, il y a les systèmes, mais il y a aussi les individus et notre construction et notre chimie. Et je pense que si Fadel Jaibi était au Maroc,
ce n'est pas par hasard. C'est parce que il y a une citoyenneté présente, importante au Maroc, qui est dans les arts de la scène, qui est dans le théâtre, mais le théâtre, il est avec sa société. Pour le moment, il revient vers la société. Les lieux indépendants, comme ce qui se passe au Caire. Donc, et ça, c'est aussi des initiatives personnelles et individuelles, petites, mais c'est, pour moi, je pense que c'est une collection d'initiatives de cette nature qui peut changer, parce que, à mon avis, on n'est plus dans le panarabisme, c'est pas ça. Le panarabisme a été porté par Boumediene et Gamal Abdel Nasser. Ils nous ont laissé des traces, ils nous ont légué cet héritage. Mais je crois que ces régimes post-indépendance ont construit chacun des modèles ou soviétiques ou libéral, etc., avec des royaumes comme la Jordanie, le Maroc. Donc on a différents modèles. Déjà c'est fragmenté. Et puis on a eu la période après les émeutes dans différents pays dans les rues, donc de crise économique. Et donc tout ça, il y a eu quand même d'autres strates après le panarabisme, le modèle des premiers dictateurs. Mais bien sûr, ces systèmes partis uniques ont persisté jusqu'à maintenant. Et ça, c'est notre malheur. La douleur n'a pas de nationalité. Et c'est comme la liberté, c'est comme la création, c'est comme l'esthétique. La nationalité, c'est peut-être le sol, c'est peut-être des codes culturels, etc. Mais pour le reste, je vous jure que c'est la même matraque. Non. Oui, mais là, tu définis d'une certaine manière, une identité par défaut, quoi. C'est-à-dire que non, ce n'est pas une identité. Alors, c'est une situation par défaut. Oui, ce que j'appelle l'identité par défaut. C'est-à-dire que la question là qui pourrait se poser, le spectacle que Ahmed va présenter ici ces jours-ci, enfin demain, jeudi, vendredi, qui s'intitule de l'importance d'être arabe. Alors, d'être un arabe. De l'importance d'être un arabe. Donc, est-ce qu'il y a une identité arabe et quelle serait-elle au travers des productions artistiques et culturelles? Je disais dans ce numéro de scène, je ne sais plus dans quel article, que cette notion d'identité, au fond, c'est une construction occidentale. Oui, je peux être un peu machiavélique et je vais vous dire de venir voir le spectacle pour avoir la réponse, mais mais aussi il faut se méfier des titres. Hein. Il faut se méfier des titres. Alors, je ne dirais que ça sur le spectacle, mais l'idée c'est pas. Je crois pas que le problème de l'identité arabe. Moi, je pense comme Kamel. Qu'en fait, quand on parle de l'individu, de l'être humain, en fait, c'est des notions plus universelles, d'accord. Le panarabisme, c'est une conception qui est sociale, culturelle, économique, et politique, qui a certaines importances, mais à la fin de compte. Les actions de l'individu et puis de la société, c'est plus universel que juste dire européen et égyptien, arabe et ainsi de suite. Et dans le domaine artistique, ça se voit très clairement. C'est-à-dire quand il y a un artiste, t'as parlé de Castellucci ou Garcia, tu ne poses même pas la question au Jaibi, tu ne poses plus la question si tu lis le roman d'un Égyptien ou d'un Russe ou tu es en train de voir un spectacle allemand ou suisse. Cette question-là ne se pose plus parce que tu es en train d'apprécier l'expression d'un artiste et si tu l'apprécies, les frontières de la langue, de l'identité, tout ça disparaissent. Était face à l'œuvre et face à l'homme ou à la femme et ainsi de suite. Mais ce que moi j'aimerais bien, si tu permets, qu'on axe la conversation après que Kamel fait son intervention sur le futur. On est en train de parler de ce qui s'est passé et tout ça. Et je pense qu'il faut
vraiment prendre l'habitude maintenant, après 9 mois de ces révolutions et qui continuent, parce que la Syrie c'est pas fini, le Yémen et qui sait pour l'Algérie, on sait pas, et le Maroc, c'est réfléchir ou regarder un peu l'avenir et plutôt que de regarder derrière, c'est-à-dire il faut pas se tromper, le travail à faire maintenant est encore plus énorme que ce qui était déjà fait. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est vraiment le tout début d'un énorme travail à accomplir. Je regarde, je suis pas très axé Facebook, tout ça. Je suis pas sur Internet pour le boulot, mais ça m'arrive de croiser des trucs que quelqu'un m'envoie. Et il y a deux choses qui m'ont énormément choqué depuis la Révolution. 2 petites vidéos qu'on trouve sur Internet. Peut-être Mohamed peut nous les faire passer après. C'est une petite vidéo qui montre un prof d'école dans une ville du Caire qui des petits enfants, pas du Caire, d'Égypte, de la Haute-Égypte, qui a des petits enfants de 5 à 6 ans, mais vraiment des petits enfants, et qui les frappe. Mais c'est plus que les personnages de Charles Dickens, tu vois, les personnages déformés des orphelinats qui torturent les enfants. C'est plus. Alors ça, et le deuxième, c'est une autre vidéo d'un groupe de policiers de l'armée et de la police, après la Révolution, qui ont attrapé 2 malfaiteurs très méchants, qui avaient des mitraillettes et ainsi de suite, et qui aussi les frappent, pendant 10-15 minutes, encore très violents et très barbares. Et en fait, c'est pas les vidéos qui m'ont interpellé. Mais bien sûr, m'ont interpellé. Moi, quand j'ai montré à mon fils parisien qui a 12 ans la vidéo des enfants, il a pleuré. Et ça m'a choqué qu'il a pleuré parce que c'est bizarre, parce que moi, bien sûr, ça m'a fait beaucoup de peine de voir ces enfants se faire battre, mais comme ça, mais ça m'a pas fait pleurer. Lui, il a pleuré parce que c'était trop pour lui. Alors, le plus choquant, c'est que le prof, là, il n'a pas été démis de ses fonctions. Pourquoi ? Parce que les parents des élèves n'ont pas porté plainte parce qu'ils pensaient que c'était ça la façon pour éduquer leurs enfants. C'est ça le gros travail à faire. C'est les gens ont manifesté contre le processus d'emmener les flics et les policiers et les officiers de l'armée à la cour, parce que ils ont pensé, ils ont trouvé que c'est le moyen pour combattre l'insécurité. Et c'est ça le vrai travail, le vrai problème, c'est que la révolution a changé un régime ou une partie, ou ça va changer le reste du régime, mais c'est la culture qu'il faut changer. Et la culture des parents qui voient leurs enfants se battre, mais c'est monstrueux, et ne veulent pas, parce qu'ils pensent qu'il a raison. C'est ça qu'il faut changer, et c'est ça qui va prendre du boulot, et c'est ça qui, à mon avis, est la vraie valeur et apport de l'art et de la culture et des artistes et des acteurs culturels. C'est de travailler sur ça. Maintenant, on a un peu plus de liberté, plus d'espace. Et je ne dis pas qu'on va devenir des acteurs dans le social, parce que ce n'est pas notre domaine, ce n'est pas ce qu'on fait. Mais c'est notre travail, la prise de conscience, la prise d'expression qui donne aux autres la possibilité de changer aussi. Voilà. Alors, je pense que Kamel a forcément envie de réagir à ça, parce que sans doute effectivement pour le coup cette révolution culturelle qui reste à accomplir, qui a à voir avec une émancipation des esprits, des corps. Hier, tu disais, au fond, je vais caricaturer un petit peu sans doute ce que tu disais, mais il faut sortir d'une tradition de servage, de soumission, d'acceptation, d'humiliation. Enfin, ça, c'est ma vision des choses. Pour moi, quand je vois les violences, des répressions des régimes dans le monde arabe, j'ai toujours perçu ça comme étant plus que la répression, c'est de la punition.
C'est-à-dire, on ne frappe pas un manifestant parce qu'il a manifesté, on le punit parce qu'il a eu l'insolence de manifester. Pourquoi? Parce que la génération qui a décolonisé, elle est dans un rapport magique à la terre. J'ai libéré ce pays, il est à moi. Je suis propriétaire du pays. C'est comme ça que le Kadhafi et ses enfants ont réagi. C'est comme ça que la famille Bachar et la famille Makhlouf en Syrie réagissent. C'est à nous. Ça, c'est ma propriété. Ça appartient à mon fils. Quand je meurs, ça appartient. Et donc, vous, les serfs, avec S, dans le rapport de féodalité, vous avez osé vous révolter. Et ils sont dans ce rapport où ils disent, mais pourquoi vous vous révoltez? On vous donne à manger. On vous surveille. C'est ce que disait dans la caricature le fils de Kadhafi. Pourquoi vous vous révoltez? Mais vous êtes bien, on vous surveille, on vous donne à manger, on vous prend vos plus belles femmes, bon, ça ne devrait pas vous déranger, vous êtes à nous. Mais pourquoi? Et c'est pour ça que la répression, elle va jusqu'au sadisme. Quand on prend un chanteur en Syrie, on lui enlève le larynx parce qu'il a chanté contre Assad, on ne le tue pas, on lui enlève le larynx. Quand on prend un caricaturiste à Damas, on lui casse les doigts, c'est pas, on ne veut pas le punir, on veut aller au-delà. Quand on distribue du Viagra pour des soldats, des mercenaires pour violer les femmes, c'est qu'on va au-delà, on va dans la punition. Et pour moi, je suis très extrémiste dans ce sens-là. Je l'ai dit hier à nos amis. Pour moi, il faut se libérer des libérateurs. Je pense que la caste des décolonisateurs, c'est une caste qu'il faut chasser, qu'il faut détruire, qu'il faut dissoudre, qu'il faut exiler. C'est des gens qui ne peuvent pas lâcher ce qu'ils ont repris aux colons. C'est à eux. Et ils ne peuvent pas accepter qu'on soit des peuples, qu'on soit des citoyens, qu'on soit des électeurs. Ils ne peuvent. D'ailleurs, est-ce que vous êtes tous posé la question pourquoi les régimes arabes se comportent les uns après les autres avec les mêmes erreurs, avec la même cécité? Parce qu'ils sont dans le même rapport. Il est impossible que ce peuple que je nourris me déteste. Ça doit être des agitateurs, des islamistes, des gens qu'on ne connaît pas, des infiltrés iraniens à Squat Tahrir comme chez vous, etc. Ça ne doit pas être le peuple. Le peuple, il nous aime. On le nourrit. Et donc, ils sont dans cet autisme qui se reproduit. Parce que nous, quand on a vu Ben Ali fuir, on s'est dit Moubarak, bon, il va être plus intelligent. Ah ben non, il a fait la même chose. Et puis quand Moubarak a été encagé, on s'est dit bon, le fou de Tripoli, il va pas quand même. Au moins ça, si c'est lui, ses enfants, ils vont lui dire quand même, on arrête, on prend quelques milliards, on se casse. Non, il a fait les mêmes erreurs. Et puis nous avons l'autre qui a été passé un barbecue, le Yéménite, Ali Salah, brûlé, à moitié défiguré. Il va en Arabie Saoudite se faire rafistoler. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend pas les 17 milliards qu'on lui propose, il revient. Parce que c'est à lui. Il peut pas lâcher. Bachar al-Assad, tout le monde sait qu'il est mort politiquement à l'intérieur et à l'extérieur, et qu'il en a peut-être, moi je pronostique pour 2-3 mois au maximum. Eh ben, il reste. Ils sont dans un autisme incroyable. Et cet autisme ne s'explique pas par votre vision du politique, de la légitimité. Il s'explique par un rapport magique au pays. C'est à moi. J'ai beaucoup parlé. Même leur manière de s'opposer aux révoltes, c'était la même chose. Libérer les prisonniers, retirer la police voilà. Donc c'est comme quelque chose des copies d'un État à l'autre. Alors peut-être juste avant d'ouvrir l'échange, puisque voilà, chacun a le droit de penser le matin. Mais peut-être Haïm qui est avec nous à cette table. Alors toi, tu es encore moins parfait que tout le monde parce que tu es de nationalité israélienne, donc ça n'a rien à faire dans ce débat. Mais quand même, tu as peut-être un petit grain de sel à... Qui me donne des cachetons, comme ça, petit à petit, je vais me débarrasser de l'identité israélienne, et ça marche pas, donc je pense que je vais changer de médecin. Et non, ça va très bien, et je suis toujours israélien, et puis je travaille... Enfin, qu'est-ce qui... Quand j'ai commencé à travailler avec des artistes du monde arabe et bien avant la révolution, et je suis en train de travailler avec des artistes du monde arabe maintenant. Et est-ce que moi personnellement, dans la façon de travailler avec ces artistes, il y a quelque chose qui a changé? Rien pour moi. Est-ce que dans le dialogue avec ces artistes, il y a quelque chose qui a changé? Rien pour moi. Et est-ce que pour eux, les choses ont changé? Les artistes avec qui j'ai travaillé avant m'ont jamais semblé être encombrés profondément dans leur art ou de ce qu'ils ont envie de dire par leur régime.
Et ça, je trouve extrêmement fort et courageux et beau. C'est ces artistes avec qui j'ai travaillé. C'est vrai que j'ai travaillé avec des artistes du monde arabe qui ont vécu en Occident, ou alors des artistes au monde arabe, mais qui appartiennent à un monde arabe très particulier et très libre, qui est le monde arabe palestinien. Et que pour moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui réunit les artistes du monde arabe? Je rejoins complètement, c'est que, je sais plus qui a dit. C'est Ahmed qui l'a dit? Merci. Ahmed. Et en disant, Anna, est-ce que Shakespeare est anglais? On se rappelle plus, en fait. Parce que le mot qu'il a dit, et la façon dans laquelle il a réussi à écrire, ça est devenu un sujet d'appropriation jusqu'au ce que moi j'ai pu voir, une pièce de Katakali, Hamlet, une pièce qui a duré 8 heures. J'ai vu sur vidéo parce que j'y étais pas, et être ému de début à la fin d'une histoire indienne. Mais en fait, il s'agissait d'Hamlet, quoi. Voilà. Et qui est une pièce qui est écrite sur le trou du cul d'une petite famille anglaise et d'une époque particulière, dans laquelle Shakespeare prend même pas le soin de vraiment sortir du contexte politique, géopolitique de l'époque. Non, il écrit sur là, maintenant, tout de suite. Et en le faisant, et de la façon dans laquelle il le fait, il nous arrive à émouvoir. Pour revenir à la Révolution, et moi j'en vis énormément en fait. J'ai les envies, ces personnes qui ont pu un jour sortir dans la rue, être artistes ou pas, et sentir ensemble. J'ai les envies. Quand j'étais allé côté de Tel Aviv pour voir la mini révolution de tente ou cottage, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la révolution cottage. Vous savez pas ce que c'est? La révolution cottage, c'est un fromage, et une forme de fromage blanc qui se vend dans des pots comme ça. C'est très bon. Et c'est vendu en Israël 2 shekels de plus de ce que c'est vendu à Los Angeles. Voilà. Fait par le même fabricant. Hein. Et en fait, donc, ils ont décidé de faire la révolution cottage, et pour baisser le prix de cottage, pour qu'on pourra acheter du cottage en Israël au même prix qu'on l'achète à Los Angeles, ce qui est normal, ou au moins moins cher, parce qu'il n'y a même pas le voyage à faire. Ils l'ont obtenu, donc un tiers de manifestants retournaient chez eux, c'était bien. Je commence à divaguer et partir dans tous les sens, alors c'est pas grave, ça va, on tient. J'étais jaloux de j'ai l'envie, en fait, cet rapport de pouvoir sortir dans la rue, être très nombreux, se dire non à quelque chose qui nous encombre, non à quelque chose qui est sur notre dos, et que pendant ce temps-là, savoir autant qu'artiste, penseur, intellectuel, qu'en fait, je suis poussé par un monde qui ne verra jamais mes œuvres, de pouvoir le faire, de continuer à le faire. Et ça, cette émotion-là, que j'imagine vivre sur la place Tahrir ou dans d'autres endroits dans lesquels une révolution est imaginable, ça, c'est quelque chose que j'envie énormément. Et voilà, artiste qui est poussé par un tas de gens qui ne verront jamais ses œuvres. Et que c'est très bien comme ça. C'est pas un problème. Voilà, c'est quelque chose qui m'émeut. Voilà, j'ai le sentiment quand même, mais avant que préparez vos questions, interventions, que quand même pour revenir sur cette question des perspectives, j'ai le sentiment quand même que, alors en Égypte notamment, mais pas seulement, que beaucoup de choses que vous pouviez faire rester dans un circuit relativement marginal, underground, confidentiel.
pas complètement, mais et que je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Nejma qui disait ça tout à l'heure, c'est-à-dire que l'avenir passe bien évidemment par la capacité à ce que des structures indépendantes du pouvoir puissent se développer, avoir davantage pignon sur rue. Et là, il me semble que cette bascule quand même est en train de se produire, c'est-à-dire que tout d'un coup, des choses qui pouvaient exister dans l'espace relativement confiné ou confidentiel, acquièrent quand même une possibilité, une capacité d'audience et d'influence beaucoup plus grande. Enfin voilà. Bon, tout le monde dit oui. Alors, on espère. À vous peut-être d'abonder, de réagir, de contredire, Moi, je voudrais dire à nos camarades de la rive sud que mon impression sur le panarabisme, c'est qu'il lui est arrivé la même chose que chez nous, le socialisme réellement existant. C'est-à-dire que c'est une captation, une dérive des pouvoirs, et chez nous, un pseudo-socialisme qui finit en machinerie d'État et en machinerie dictatoriale. Donc, ça ne veut pas pour autant dire que l'idéal socialiste a disparu d'Europe et que l'idéal d'une culture qui se construit en commun dans les pays du Sud, avec le Nord, est morte. Hein. Je veux dire ça parce que c'est la même histoire. D'autant plus que l'histoire n'est pas terminée, puisque le modèle que nous vendent actuellement le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne dans la crise qui redémarre, qui s'amplifie en Europe, c'est le modèle chinois, c'est-à-dire celui du capitalisme dictatorial à un degré de domination, y compris idéologique, rarement vu, quoi. Rarement vu. Peut-être plus voilà. Je dis ça parce que moi, je ressens très profondément le service que vous nous rendez, vous, à nous, peuple européen, notamment sur un aspect, et c'est pour ça que je repartais sur la question du panarabisme, c'est que, à la fois dans les pouvoirs, mais aussi probablement dans les peuples européens, vous avez cassé cette idée fondamentale que fondamentalement les peuples arabes sont irréductibles à la démocratie. Que les valeurs démocratiques, c'est une affaire d'Européens, ça a été inventé par les Européens, ça restera une affaire d'Européens. Et donc, du coup, bien entendu, dans les dominations idéologiques de nos appareils, publics ou privés, la figure qui en ressort, c'est la figure de l'islamiste. Et fondamentalement, vous avez cassé ça par votre mouvement. Pas partout, puisqu'en Algérie, on n'est pas au bout. Mais vous avez cassé ça, c'est-à-dire, quelque part, établi la valeur universelle, le fait que votre jeunesse s'empare de valeurs prétendument européennes sur la question démocratique. Hein. Donc ça, je pense que c'est important. Un autre service sur lequel moi je vous questionne, je ramène à quelque chose de plus petit, de plus conjoncturel. Hein. C'est aussi la question de Pensons le matin. C'est vis-à-vis de Marseille et vis-à-vis de Marseille 2013. Donc je ne parle pas trop de posture individuelle, mais nous, ce qui nous travaille un peu depuis un moment, c'est aussi la question de revisiter le passé de Marseille. Hein, Marseille-Provence 2013, ça a été vraiment vendu comme aussi une question de revisiter son histoire et son passé. Et j'ai pas l'impression que notamment le passé colonial de Marseille va être revisité franchement. Et peut-être que ce qui se passe sur la rive sud, c'est aussi un moyen de se réapproprier, de revisiter. Enfin, je rappelle que l'immense exposition coloniale de 1905-1906, je suis pas sûr de me tromper d'une année, c'était vraiment la représentation de Marseille, l'Europe, tête de pont de l'Europe, de la domination de l'Afrique notamment, et pas que de l'Afrique. Et on aimerait bien que, alors je sais pas comment vous le sentez, mais que quelque part cette question de la remise en cause, de la rediscussion, du dépassement, ce qui a jamais été fait, hein, de Marseille, ville coloniale, maître du monde, quoi, quelque part, ce soit une occasion, quoi. Si j'ai bien compris, c'est-à-dire il y a l'idée d'assumer, je veux dire, un passé colonial pour la ville, comment on le voit nous de l'autre côté. Dans la limite. Personnellement,
J'essaie de trouver une expression beaucoup plus polie que je m'en fous. Mais parce que je vais vous expliquer pourquoi. On a été tellement intoxiqué, par exemple en Algérie, par cette histoire de colonisation que j'en suis fatigué. Mais vraiment, j'en suis fatigué. C'est à la limite la culpabilité ou pas, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, j'ai beaucoup de choses à faire de l'autre côté. Oui. Et la seconde des choses, ceux qui ont fait la guerre, ils sont trop vieux maintenant pour faire quoi que ce soit, soit ils sont morts. Et je ne veux pas que ça parasite ma présence au monde. Je ne veux pas que ça parasite mon rapport à l'autre. Je ne veux pas que ça pèse trop. Les morts, je ne veux plus que ça pèse trop sur ma vie. Et je parle en tant qu'Algérien, par exemple, je ne veux plus entendre parler de cette période, de cette guerre, de cette contre-guerre, de cette révolution. Parce que dans les deux cas, on a payé. Soit on a été colonisé et on a payé, soit on a fait la guerre de décolonisation et c'est nous qui payons maintenant. Et là, j'en suis fatigué. Ce que je veux, c'est vivre ma présence au monde. Le français, pour moi, c'est un patrimoine, que je le veuille ou pas, et que vous le vouliez ou pas. La langue, c'est un patrimoine. La culture française, ce n'est pas, pour moi, la France fait partie de l'Europe, de l'autre. Elle n'est pas un pays. Ce n'est pas mon second pays. Ce n'est pas un pays de fascination pour moi. Ce n'est pas un pays qui me déchire ou qui me réunit. C'est un pays qui fait, à la limite, la France est située en Stockholm pour moi. Ça fait partie de l'Occident. Ça ne fait pas partie de mon traumatisme, ni de mon histoire dans le sens duel du terme. Ça fait partie d'un patrimoine, je le revendique, comme je revendique ma judaïté, comme je revendique l'arabité, comme je revendique le reste. Je revendique une diversité, je revendique surtout mon algérianité qui est le creuset de tout cela. Alors, le problème colonial, j'en veux plus. J'en suis fatigué parce que je suis l'enfant du manuel scolaire où on m'a toujours... j'ai l'impression d'avoir fait la guerre plus violemment que ce qu'ils ont fait. Je dessine et j'étais à l'époque, j'avais de meilleures notes si je dessinais un soldat algérien, les armes, un clash à la main. Et ça, je ne veux plus. Je veux décider autre chose. Exactement. Il y avait le drapeau toujours, il y avait un volcan avec deux mains l'esthétique du kitsch. Deux mains qui cassaient des chaînes et un Français qui était généralement alsacien parce qu'il faut être blanc etc. Et là, je suis fatigué de ça. Moi, je veux autre chose. Je veux dessiner autre chose. Je veux vivre autre chose. D'ailleurs, je reviens à ce que disait mon ami égyptien. Je veux même pas qu'on parle du printemps arabe. Nous ne sommes pas des Arabes en révolte. Nous sommes des êtres humains en révolte. Il faut que ça soit clair. Donc, le passé, il est passé. Il faut l'admettre qu'il est mort. Je veux dire, moi, je veux plus le passé mort. Moi, je veux regarder vers l'avenir. Comment démanteler une dictature. Comment augmenter ma présence au monde. Comment augmenter ma conscience. Comment m'enrichir avec l'autre, etc. Que Marseille assume ou pas, c'est le problème de Marseille. Je sais pas où est le... Oui. Le micro. Ah, il y en a un qui arrive par derrière, voilà. Merci. Oui, moi je suis particulièrement inquiète et critique justement par rapport à cette façon qu'ont eu certains commentateurs européens de plaquer immédiatement ce fameux idéal démocratique bien européen sur ce qui se passait, sur ces émeutes et ces révolutions. Moi, je pense que, d'ailleurs, le mot démocratie était absent de certaines places. Le philosophe Alain Badiou dit dans son Réveil de l'histoire que peut-être l'avenir de ces émeutes, et sur ce point je suis d'accord avec lui, ce sera la possibilité d'inscrire ou non le mot égalité, le concept d'égalité. Et quand vous parlez de féodalité, parce que nos démocraties, on voit ce qui se passe avec les Roms en ce moment, et cette substantialisation du grand autre barbare, c'est extrêmement inquiétant, et elles sont extrêmement en danger aussi. Mais ce que vous disiez de la féodalité, la nôtre est moins archaïque, d'après ce que vous décrivez. Mais elle est tout aussi présente. Ça se passe autour du capital et de l'argent. Mais quand vous voyez ce qui se passe dans le rapport au travail aujourd'hui, dans l'asservissement, dans la spoliation de l'espace public, dans la spoliation des services publics, comment est-ce que ce qui devrait être effectivement le droit du peuple de se loger, de se nourrir, de s'instruire et de se soigner, comment tout ça est spolié par des mécanismes qui sont des mécanismes de l'argent, où sans arrêt on vous dit que puisque c'est du côté du capital, finalement c'est là qu'est le droit, y compris dans la propriété. Et cette articulation entre le propre et la propriété, c'est-à-dire entre l'identité, que l'on nous renvoie sans arrêt de ce que ce serait, et effectivement la propriété, c'est-à-dire le droit d'exercer un pouvoir sur autrui et d'assujettir les autres. Je trouve que là, il y aurait beaucoup à questionner dans nos démocraties, et que sûrement une formidable leçon vient de ces mouvements dits spontanés, qui sont sûrement préparés, comme vous l'avez tous dit, mais qui en même temps dépendent d'un surgissement tout à fait imprévisible. Et vivement, effectivement, que ça se répande. En tout cas, merci pour la qualité de vos interventions.
Ce qui est sûr, c'est que ce qui s'est passé, c'est essentiel dans la transformation des regards, en tout cas pour cette rive-là de la Méditerranée. Ça, c'est sûr. Mais je veux pas être pessimiste, je veux pas poser des questions, mais je me demande si malgré tout vous ne minimisez pas un petit peu les forces réactionnaires qui risquent de rendre de pas permettre à cette révolution des corps et des esprits d'arriver à terme, et notamment l'islamisme politique. C'est évident que c'est pas l'islam le problème, c'est l'intrusion du religieux dans le politique. Quand vous dites qu'on agite 10 islamistes pour faire peur à l'Occident, c'est un symptôme, mais d'un dysfonctionnement. Est-ce que quand même quelque part là il y a le combat, votre combat, malheureusement, il est loin d'être gagné, me semble-t-il. C'est ce que disait mon ami égyptien, c'est-à-dire alors le choix, c'est ce qui immobilise la situation algérienne actuellement, c'est cette équation-là. C'est-à-dire on ne bouge pas parce qu'il y a le risque d'islamiste. C'est soit on bouge pas. Soit on maintient le statu quo qui n'est pas tenable et qu'il faut à un moment ou à un autre dépasser. Soit il faut prendre le risque. Parce que c'est un risque qu'il faut prendre pour construire un pays. Les islamistes, bien sûr qu'ils existent, mais moi je les vois comme, par exemple, moi je les ai toujours considérés comme des opportunistes. En Tunisie ou en Égypte, c'est-à-dire ils sont là, ils font rien, mais dès que les gens meurent, dès que le dictateur tombe, ils se présentent en premier parce qu'ils sont un peu mieux organisés. On ne nie pas les islamistes, parce que même au sein du courant islamiste, il y a un changement. Ils veulent plus ou moins, les plus éclairés, veulent intégrer le jeu démocratique. Parce qu'il y a une sorte on va aller vers la caricature, il y a un schéma turc, il y a un schéma iranien, donc ils optent pour le consensus social, pour pouvoir survivre, parce qu'ils savent que le schéma iranien, c'est une impasse. Donc, que l'islamisme existe, bien sûr, on ne va pas les jeter à la mer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va pas être nous-mêmes radicaux au nom de refus de la radicalité de l'autre. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut prendre le risque. Il faut bouger. Il faut résoudre cette illusion, il faut résoudre cette équation d'une manière ou d'une autre. On ne va pas rester chez soi parce qu'on a peur de se faire gifler par le voleur qui est en face. Il faut sortir. Et Haïm, je crois qu'il voulait... Je voudrais juste, par rapport à l'islamisme, parce qu'en fait, quand on agite des islamistes, on oublie agiter quelques chrétiens aussi en Occident, et que je pense que cette réaction en chaîne qui y a dans le monde aujourd'hui, et c'est vraiment une réaction en chaîne de radicalisation des religions et d'une forme de trouvaille extraordinaire d'une certaine jeunesse avec Dieu comme une réponse pour des tas de questions qui peut-être certains d'entre eux pouvaient être résolus par lire quelques voilà. Donc et pour moi l'Occident, et là je me place en occidental, et l'Occident est responsable de l'islamisation autant que l'islam est responsable de ça. Les extrêmes, le problème, je recommence. L'Occident est responsable de l'islamisation autant que les dirigeants arabes et dans les pays arabes est responsable de ça. Voilà. Et que la création de l'islamisation est une concoctation entre deux pouvoirs. Alors, et que c'est pareil pour le christianisme. Aujourd'hui, on est en train de voir le déclin d'un certain État qui s'appelle les États-Unis, un déclin économique, mais il faut pas oublier que les États-Unis est habité par des courants qui sont d'une violence extrême, mais qui font peur à personne en Occident. Hein. Ça nous fait pas peur, ces courants-là. Qu'Israël est habité par des courants qui sont complètement fanatiques. On oublie que le premier acte terroriste
qu'on peut appeler terrorisme, ça veut dire quelqu'un qui rentre dans un espace et qui attire l'arigot autour de lui pour tuer des civils, cet acte terroriste-là était fait par un juif, pas par un musulman. Juste comme ça, rentrer dans un espace et tirer autour, juste pour balayer l'espace. Voilà. Donc, quand on continue à parler de ça et dire oulala, les islamistes, mais chacun son affaire. Je pense que les personnes, les démocrates aux pays arabes qui ont déjà fait leur petite révolution savent comment confronter avec leurs islamistes et savent comment faire pour donner le temps pour trouver une réelle démocratie et mettre une réelle démocratie en place. Et même si ça prend un petit peu de temps, comme tu as commencé, Jean-Marc, je trouvais très très beau cette phrase que tu as dit au tout début du débat d'Alain Gersh, qui a interviewé. La citation de Chou En-lai. Absolument. Ouais, c'est un peu trop tôt de savoir qu'est-ce qui va se passer avec la Révolution française. Je voudrais, je sais pas conclure, c'est beaucoup dire, parce que voilà, il faut rester dans le début, mais je vais citer encore une fois quand même dans ce numéro de scène dont il reste trois exemplaires 4 à vendre, 5 €. J'ai 10% sur les ventes, c'est pour ça que non, c'est pas vrai. Donc c'est Johanna au fond là-bas. Je voudrais citer une dernière fois quand même Alain Gersh qui fait écho à ce que on disait à l'instant. Il y a des formes propres à ces mouvements dont l'islam est un des aspects qui n'est pas à mon sens incompatible avec cette aspiration universelle aux libertés. Le débat existe depuis longtemps. C'est soit la dictature laïque, qui dans les faits n'en est pas une, soit les islamistes, entre guillemets. Mais quand il y a dictature, c'en est une, quelle que soit sa forme. Je ne pense pas du tout qu'il faille éradiquer l'islam pour qu'il y ait démocratie. Après tout, les États-Unis sont une démocratie et 90% de la population vont à l'église toutes les semaines. Donc ça, je crois que c'est effectivement important de le rappeler. Bon, après on a ici, nous aussi, nos agités du bocal ou du bénitier, les quelques dizaines de manifestants qui ont protesté contre Castellucci, aujourd'hui contre Rodrigo Garcia. Mais bon, ah bah oui, ça continue. Et puis bon, voilà. Mais bon, au fond, ils sont pas très nombreux. Puis surtout, ils sont un peu simples d'esprit, tout ça. Puis ils ont pas de, enfin bon, voilà. Mais je pense qu'il faut quand même pas minimiser, comme le disait Fred tout à l'heure, pas être naïf non plus. C'est-à-dire que quand on parle de pays entiers, enfin de l'Égypte, de la Tunisie, de l'Algérie, je pense qu'au sein même de ces pays, il y a des réalités très différentes entre certaines villes, entre certains milieux urbains, entre une ruralité qui serait peut-être plus conservatrice. En tout cas, en France, c'est comme ça. Il n'y a pas de raison que ça soit fort autrement ailleurs. Il ne faut pas non plus oublier que, et je pense que c'est pas un fantasme, enfin que nombre de ces mouvements politiques islamistes ou salafistes ont de l'argent, et que cet argent il vient de quelque part, notamment de l'Arabie Saoudite, et que il y a là un pouvoir d'influence culturelle, sociale, etc., mais qui est d'abord culturel, qui passe d'abord par des idées. Par des slogans, par une interprétation du Coran, par tout ce qu'on voudra, et que je pense qu'on a en tant que peut-être qu'Européens, qu'Occidentaux, je ne sais pas trop ce que ces mots veulent dire, ce qu'ils peuvent recouvrer éventuellement comme identité, mais en tout cas qu'on a le devoir d'être présent et de savoir à quel endroit peut-être aider effectivement les forces culturelles démocratiques en mettant là aussi des moyens en face, c'est-à-dire pas uniquement se dire tiens comment on va récupérer 50% du pétrole libyen, et que là je pense que les acteurs culturels ont un rôle extrêmement important à jouer, que un mot qui peut être là aussi entendu de manière, enfin de plein de manières différentes, et qui peut être extrêmement galvaudé, qui est celui de coopération. Alors, je ne parle pas des coopérants, enfin de ce qu'on appelait les coopérants, on ne parle plus du colonialisme, etc., mais que de poursuivre certaines opérations de coopération culturelle, et dont certaines ont commencé il y a longtemps, et le travail notamment ici à Marseille des bancs publics, des rencontres à l'échelle, montre que
ben voilà, c'est en réunissant, en fédérant des énergies, des talents de part et d'autre de la Méditerranée, enfin d'une rive qui nous réunit autant, peut-être davantage qu'elle nous sépare, que on peut aussi peser sur le cours des choses, sur un devenir qui bien évidemment est en partie imprévisible, incertain, ce qui fait aussi son charme. Voilà. Donc, sur ces paroles bonnes, je ne sais pas, je conclus. Merci à tous les intervenants à cette rencontre. Il ne reste plus que 2 numéros de scène. Voilà. Si vous commencez à me trouver un peu insistant, un peu lourd, etc. Bon, il y a aussi des bulletins d'abonnement pour mouvement. Hein, voilà. Bon, allez, bon brunch. Merci. Merci.